Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'aujourd'hui, ce vendredi. Et tout de suite, voici les grands titres. L'Église catholique au Rwanda et dans le monde entier célèbre la fête du Saint-Sépulcre où les catholiques commémorent la souffrance et la mort de Jésus-Christ. Le Rwanda estime qu'une collaboration conjointe est nécessaire pour lutter contre le groupe génocidaire FDLR qui continue de semer l'insécurité dans la sous-région. Et au Yémen, au moins 38 personnes ont été tuées alors que de dizaines d'autres ont été blessées après les frappes américaines sur le port pétrolier de Ras Issa. Restez avec moi tout à l'heure pour les détails. Bienvenue. L'Église catholique au Rwanda et dans le monde entier célèbre la fête du Saint-Sépulcre, ou encore Good Friday en anglais, ou le Vendredi Saint, où les catholiques commémorent la souffrance et la mort de Jésus-Christ. Il existe des images et des inscriptions dans diverses églises qui montrent ces chrétiens effectuant le pèlerinage et chantant des chants commémorant la souffrance de Jésus avant son exécution. Par exemple, au Rwanda, les personnes qui sont dans cette activité se voyaient souvent montrer des images trouvées sur des réseaux sociaux ou encore ils ont partagé un peu partout cet événement. Dans une interview spéciale accordée à RBA, le père Kazubwenge Florien qui se trouve en Italie, il a déclaré que cette journée est importante pour les chrétiens parce que leur foi est basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Certains chrétiens ressentent le besoin d'être humbles et de diffuser le message d'humilité et d'amour parmi les personnes, ce que Jésus a toujours demandé au monde. La Saint-Thomas est une fête importante, ou bien le Vendredi Saint, célébré par l'Église et catholique dans de nombreux pays dans le Rwanda. C'est un jour de congé pour divers travailleurs. Le Rwanda estime qu'une collaboration conjointe est nécessaire pour lutter contre le groupe génocidaire FDLR qui continue de semer l'insécurité dans la sous-région. L'ambassadeur Robert Kayinamura l'a souligné devant le Conseil de sécurité de l'ONU lors d'une session consacrée à l'insécurité persistante en République démocratique du Congo. Le récit de Kassim Youssouf. Cela fait plus de 20 ans que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté plus de 20 résolutions appelant à l'éradication totale du groupe génocidaire FDLR sans que cela n'ait été concrétisé. L'ambassadeur Robert Kayinamura a fait savoir au Conseil de sécurité que la collaboration entre le groupe terroriste FDLR et les forces armées de la République démocratique du Congo compromet la sécurité de la région. We are witnessing the continued presence of foreign and domestic armed groups mushrooming, which pose a Nous constatons aujourd'hui la persistance de groupes armés étrangers et locaux en République démocratique du Congo qui continuent de provoquer l'insécurité. Parmi ces groupes, les FDLR restent une menace majeure dans la région. Depuis 2003, plus de 20 résolutions ont été adoptées pour éradiquer ce groupe, mais jusqu'à présent, il continue de recruter, de former de nouveaux combattants et de perpétrer des massacres inhumains visant l'extermination ethnique. De plus, les FDLR collaborent ouvertement avec les FARDC, ce qui se fait sous les yeux de tous, et demeure l'une des causes majeures de l'insécurité dans la région. Aucun pays, y compris le Rwanda, ne peut tolérer cette situation. Rwanda included should accept the existential threat posed by such groups. L'ambassadeur Kayinamura a également fait observer que la communauté internationale doit condamner fermement les discours de haine visant spécifiquement les Congolais Tutsis qui continuent d'être massacrés en République démocratique du Congo. This council should ensure the full enforcement of its resolution. Le Conseil devrait insister sur la mise en œuvre effective des résolutions adoptées sans distinction et demander à tous ceux qui collaborent avec les FDLR. Il est aussi impératif que le Conseil condamne vigoureusement les discours de haine, les divisions et les massacres ciblant les Tutsis congolais.
Ce message a été réitéré par plusieurs observateurs avisés de la politique et la sécurité de la région, dont Christine Mukabunani, porte-parole du Forum de concertation des partis politiques agréés au Rwanda. L'ambassadeur Keinamura a en outre appelé le gouvernement congolais à prendre ses responsabilités au lieu de rejeter constamment la faute sur le Rwanda. The DRC must confront La République démocratique du Congo doit s'attaquer à ses propres problèmes et cesser de blâmer systématiquement le Rwanda qui n'est pas responsable de les résoudre. Accuser le Rwanda est devenu une échappatoire leur permettant d'ignorer leurs propres défis. Je tiens également à souligner que des groupes comme Wazalendo collaborent étroitement avec les FARDC en violation des accords de cessez-le-feu. Cela montre clairement une volonté d'éluder les solutions politiques au profit d'options militaires. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, l'ambassadeur Keinamura a enfin demandé que les initiatives visant à instaurer la paix dans la région des Grands Lacs soient soutenues, ajoutant que le Rwanda restait prêt à collaborer avec tous les partenaires engagés dans la construction d'une région pacifique débarrassée des groupes armés promouvant l'idéologie génocidaire. Les participants aux conférences et autres événements internationaux que le Rwanda organise à domicile saluent le fait qu'il est accueillant, offre un environnement agréable et facilite les investissements, ainsi que d'autres activités, notamment les conférences internationales. Les détails toujours avec Assim Youssef. Plus de 600 fans du club anglais d'Arsenal venus de différents pays d'Afrique vont se retrouver à partir de ce vendredi à Kigali pour leur festival annuel. Le fait que ce festival soit organisé au Rwanda est le résultat de la réputation du pays en matière d'accueil et de capacité à organiser des grands événements internationaux. Ils ont apprécié notre culture et notre hospitalité et choisi. Bien sûr, nous ferons de notre mieux pour qu'ils apprécient leur séjour ici. L'hôtel qui les accueille affirme être prêt à leur offrir une bonne expérience à l'image de l'hospitalité rwandaise. Dès ce vendredi, nous allons accueillir les fans d'Arsenal et cela s'inscrit dans le cadre du maïs. Ils séjourneront chez nous à l'hôtel Hilltop où ils utiliseront également nos salles de conférence pour leurs différentes réunions. Marc Collietz, un citoyen allemand, est lui à Kigali depuis 2 jours pour participer à une réunion professionnelle. Il affirme que le Rwanda est un endroit sûr et propice aux échanges fructueux. J'ai découvert votre pays comme un excellent endroit pour organiser des réunions internationales et d'autres activités de haut niveau. Je recommande à tous ceux qui souhaitent mener des activités en Afrique ou qui veulent y démarrer des projets de venir les réaliser ici à Kigali. Tous ces visiteurs participent activement à la croissance de l'industrie hôtelière et de la restauration au Rwanda, stimulant les investisseurs à améliorer davantage la qualité des services. Il est évident que lorsqu'il y a des conférences, les visiteurs utilisent aussi les autres services de l'hôtel comme le restaurant, le bar ou les installations sportives. Les politiques qui encouragent ce genre d'activité soutiennent directement le développement et la croissance du secteur hôtelier. Nous avons reçu de nombreux visiteurs venus pour divers événements internationaux comme la FIA, Africa Business Forum, le BAL et d'autres. Cela nous a permis de clôturer l'année avec plus de 50 millions de francs rwandais de recettes, ce qui a fortement contribué à notre démarche d'amélioration continue des services. Parmi les plus grands événements organisés au Rwanda en 2024, on compte l'Assemblée générale de la Fédération internationale de l'automobile FIA. Son président Mohamed Ben Solaem a alors indiqué que le fait que cette assemblée s'est tenue pour la première fois en Afrique, et plus précisément au Rwanda, est une victoire pour le pays et pour le continent.
Je remercie beaucoup le gouvernement du Rwanda pour avoir accueilli cette assemblée et d'autres événements internationaux de grande envergure. Honnêtement, il n'a pas été facile de convaincre nos membres de venir au Rwanda. Mais je leur ai dit, n'êtes-vous pas ceux qui m'ont élu? Vous me faites confiance, alors venez. Pensez-vous que je vous amènerai dans un endroit dangereux? Des délégués du gouvernement rwandais sont venus fournir d'amples explications et ils ont été convaincus. Aujourd'hui, ceux qui sont venus ici sont ravis et ils écrivent à d'autres pour leur dire de venir. Le rapport annuel de l'Agence rwandaise de développement RDB révèle que le Rwanda a accueilli plus de 1,3 million de visiteurs, organisé plus de 115 événements et conférences rassemblant plus de 52 315 participants venus du monde entier. Le tourisme lié aux conférences a généré plus de 84,8 millions de dollars de revenus pour le pays. Le Rwanda s'est en général fixé pour objectif de doubler les revenus générés par le secteur du tourisme en passant de 620 millions de dollars en 2024 à 1,1 milliard de dollars en 2029. Les médecins de l'hôpital universitaire de niveau 2 de Kibogola, c'est dans le district de Nyamasheke, à l'ouest du pays, affirment que l'introduction d'un service de chirurgie laparoscopique est une solution pour eux. Les détails. Dans la salle d'opération de l'hôpital universitaire secondaire de Kibogola, dans le district de Nyamasheke, une équipe de médecins est en train d'opérer, visant à retirer l'appendice à l'aide d'une technologie connue sous le nom de chirurgie laparoscopique. C'est la première fois que ce service est offert dans cet hôpital. L'opération n'a duré que 30 minutes, alors qu'elle aurait normalement duré environ 2 heures, car elle nécessitait d'ouvrir le corps du patient. Le docteur Ronald Towasime, chef de l'équipe médicale, explique comment cela se passe. Pour nous, c'est une bonne façon d'opérer qui s'appelle chirurgie mini-invasive, où l'on coupe une petite partie du corps et on insère un petit tuyau avec une caméra jusqu'à la partie à sectionner et on observe ensuite sur un poste téléviseur la partie à opérer ou la partie intérieure à guérir. Les résidents qui reçoivent des soins dans cet hôpital ont connu les deux services. C'est un excellent service et cela nous a fait beaucoup plaisir. Cela va nous aider parce que ici à cet hôpital, on ne le voyait pas. On ne le remarquait qu'à la télévision où les hôpitaux comme à Kigali utilisaient ce genre de méthode. Ils nous ont expliqué qu'après l'opération, le patient n'aura pas de cicatrice assez visible ou grande et qu'il ne tardera pas à l'hôpital en récupérant de cette opération, ce qui facilitera aussi nous, la famille du patient, pour des visites. Le directeur de l'hôpital de Kibogola, le docteur Mutoniwase Bernard, explique que ce service les aidera à améliorer davantage les services aux patients. Maintenant que nous disposons de ces équipements, le nombre de patients qui nécessitent ces services va augmenter. Ils n'auront plus besoin d'aller ailleurs comme à Kigali. Ce que je demande plutôt à la population, c'est qu'ils viennent à cet hôpital et qu'ils reçoivent tous les services dont ils ont besoin. L'hôpital de Kibogola reçoit normalement plus de 5000 patients par mois, tandis qu'entre 300 et 400 patients reçoivent des services chirurgicaux. Actuellement, les 7 hôpitaux situés dans la province de l'Ouest orientent les patients qui ont besoin d'une intervention chirurgicale vers cet hôpital de Kibogola. Nous allons parler des participants à présent sur la conférence. Mais avant de parler de ça, nous allons revenir sur Tap & Go. C'est une nouvelle méthode utilisée dans la technologie. Ici, nous parlons du système. Cependant, ici, nous parlons c'est connu sous le nom de Tap & Go, c'est-à-dire un permis de résoudre plusieurs problèmes auxquels certains conducteurs faisaient face. Cependant, ils demandent aux responsables de ce système de régler le problème des agents chargés de recharger les cartes, car ils arrivent que ces derniers y mettent un montant inférieur à celui payé. Les détails avec Amandine Dikomasabo.
Dans différentes stations de bus de la ville de Kigali, on observe un va-et-vient constant de passagers tout au long de la journée, chacun se dirigeant vers diverses destinations. Pour leur déplacement, ils utilisent des cartes connues sous le nom de Tap & Go, un système qu'ils considèrent comme une solution à plusieurs problèmes. Avec une carte, il est plus facile de bien gérer son argent pour le transport. De plus, cela permet d'éviter les problèmes fréquents de monnaie, notamment parce qu'on payait des fois avec un billet de 5 000 francs par exemple et qu'il était difficile de trouver l'échange directement. On ne peut pas se plaindre du prix du transport lorsqu'on utilise la carte. Tout est clair et bien programmé. Personne ne peut te donner un tarif différent. D'un autre côté, il signale cependant que certains agents chargés de recharger ces cartes ne mettent pas toujours le montant exact que le passager a demandé à y déposer. Une fois, j'étais dans le bus et on m'a fait descendre pour vérifier le solde de ma carte. Et moi, j'en étais sûre. Heureusement, quelqu'un m'a aidé, sinon j'allais être en retard au travail. Nous demandons à ce que ces machines soient disponibles dans toutes les stations de bus pour relever ce défi. Nilenganya Emma Claudine, porte-parole de la ville de Kigali, affirme qu'ils sont au courant de tout cela et qu'en collaboration avec d'autres institutions, ils continuent de voir comment relever ce défi. Actuellement, certaines mauvaises habitudes, comme le mensonge, sont observées chez certains agents. Il est donc recommandé à tout un chacun de rester vigilant afin de ne pas devenir victime de ces escroqueries. En ce qui concerne le système Tap & Go, ce sont des individus isolés qui posent problème et non la société elle-même, car celle-ci ne fait que gérer les fonds déjà crédités sur la carte. Il est donc important de dénoncer ces personnes pour qu'elles soient sanctionnées. Le programme d'utilisation de la carte pour les déplacements a commencé en 2015. Les usagers peuvent utiliser l'application Tap & Go sur leur téléphone pour consulter le solde restant sur leur carte, mais cela nécessite de posséder un téléphone moderne, un smartphone. Les habitants des secteurs de Simbi et Malaba, dans le district de Houillé, ainsi que d'autres venus de différentes parties du pays, ont participé ce vendredi à l'activité marquant la 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, en hommage à plus de 40 000 Tutsis massacrés à la paroisse catholique de Simbi pendant le génocide commis contre les Tutsis en 1994. Parmi les victimes tuées à la paroisse de Simbi, située dans l'ancienne commune de Malaba, figuraient également des personnes venues de différentes zones de l'ancienne préfecture de Gikongoro, aujourd'hui réparties entre les districts de Nyamagabe et Houillé, dans la province du Sud, qui ont été ignominieusement massacrés le 18 avril 1994. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Olivier Nduhungirehe, a pris part à cette activité aux côtés de la population pour commémorer les victimes du génocide commis contre les Tutsis, tués à la paroisse Simbi. La commémoration des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis dans cette région a été marquée par des gestes de recueillement, le dépôt de gerbes de fleurs sur les tombes ainsi que l'inhumation dans la dignité d'un corps récemment retrouvé. Dans la ville de Kalonji a eu lieu ce vendredi l'inhumation dans la dignité de 117 corps de victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Ces corps ont récemment été retrouvés dans les secteurs de Bgishura, Rubengera, Gitesi et Rugabano, situés dans le district de Kalonji. Le 18 avril 1994, les personnes qui s'étaient réfugiées au stade Gatkwaro ainsi qu'à l'hôpital de Kiwi ont été tuées de manière atroce lors du génocide perpétré contre les Tutsis. Lors de l'activité de commémoration des victimes tuées dans cette région, aujourd'hui connue sous le nom de secteur de Bgishura, où se trouve la ville de Kalonji. Il a été rappelé le rôle joué par Clément Kaishema, alors préfet de Kiwuye, dans l'exécution du génocide perpétré contre les Tutsis. La responsabilité des militaires et des miliciens Interahamwe a également été évoquée, notamment dans les massacres des réfugiés qui avaient été trompés et amenés à croire qu'ils seraient protégés à l'hôpital et au stade. La présidente de la Cour suprême, Domitila Mokanaganzwa, s'est jointe à la population pour cette activité de commémoration qui a débuté par un dépôt de gerbes de fleurs sur 3 mémoriaux situés dans la ville de Kalonji, où reposent plus de 30 000 victimes du génocide contre les Tutsis.
Certains survivants du génocide perpétré contre les Tutsis ont pardonné à ceux qui avaient pillé leurs biens, affirmant que ce pardon a favorisé la cohabitation pacifique sans méfiance et a renforcé leur sentiment d'unité en tant que Rwandais, plutôt que de perpétuer les divisions du passé. Les détails avec Assim Youssouf. Mutawazi Selemane a survécu au génocide perpétré contre les Tutsis dans le secteur de Ruhango, district de Ruhango. Pendant le génocide, tous ses biens ont été pillés et ses maisons détruites. Lors des procès populaires Gacaca, il a été reconnu qu'il devait être indemnisé à hauteur de plus de 7 millions de francs rwandais par plus de 50 personnes. Toutefois, il a estimé que les contraindre à payer aggraverait leur pauvreté, la plupart étant sans ressources. Il a donc choisi de leur accorder son pardon. Calixte Murasandonyi, un autre rescapé du génocide perpétré contre les Tutsis dans le secteur de Kabagari, a également pardonné à 12 personnes qui avaient pillé des biens d'une valeur de plus de 2 millions de francs rwandais. Il indique qu'ils ont même organisé une cérémonie de convivialité pour officialiser ce pardon. Les personnes qui ont été pardonnées pour les biens qu'elles avaient pillés reconnaissent que ce geste témoigne d'un grand acte d'humanité de la part des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis. Si Calixte Murasandonyi a accepté d'oublier ses biens qui ont été spoliés et qu'il est venu cohabiter avec nous, ça nous a beaucoup réjouis. Autre chose, c'est que maintenant, il est notre frère et nous n'avons aucun problème avec lui et lui non plus. Le ministre de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique, Dr Jean Damascène Bizimana, indique que le nombre de litiges liés à l'indemnisation des biens pillés a fortement diminué, en partie grâce à ces gestes de pardon. Aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui nous écrivent, ce qui montre que beaucoup de gens ont déjà leur procès. Et lorsque nous considérons les statistiques que les instances de base fournissent au niveau des ministères de l'administration locale et de la justice, cela montre que pour la plupart des procès, il y a des districts qui les ont clôturés pour ceux qui doivent payer l'indemnisation. Lorsqu'on voit qu'on ne peut pas payer et que même s'il vend le petit lot de terre qui lui reste, cela va amplifier pour lui la situation de pauvreté, il arrive qu'on décide de pardonner. Le pardon que les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis accordent à ceux qui leur ont fait du mal a joué un rôle important dans la résolution des litiges fonciers et matériels tranchés par les juridictions populaires Gacaca et constitue un exemple marquant de l'unité et de la résilience au sein de la société rwandaise. À présent, retour sur le plateau à l'occasion de la 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Nous commémorons pendant 100 jours et pour cela, sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Yannick Kamanzi. Bienvenue. Bienvenue, merci. Oui, là, on va parler d'une projection qui va être projetée ce samedi, 19 avril, qui s'appelle La parole intergénérationnelle. Oui. Ça parle de quoi exactement ? C'est une parole intergénérationnelle. Oui. Et le but, c'est une idée qui m'est venue l'année dernière lors de la 30e commémoration contre le génocide contre les Tutsis. Je suis de base à Paris et l'idée m'est venue de comment commémorer là-bas. Et l'année d'avant, j'avais un peu travaillé avec des jeunes et on avait écrit une sorte de lettre qu'ils écrivaient aux personnes qui n'ont jamais connu. Et cette année, vu que c'était la 30e commémoration, je voulais faire quelque chose qui pouvait rester dans le temps. Et la transmission a toujours été quelque chose qui me passionne. Donc j'ai cherché à trouver une personne qui avait 30 ans, oui, à l'époque du génocide, du coup en 1994, de trouver quelqu'un qui avait 30 ans l'année dernière et quelqu'un qui faisait partie du groupe de jeunes avec qui j'avais déjà travaillé, c'est-à-dire entre 11 et 13 ans.
Et le concept en soi, c'était comment est-ce qu'on trouve une parole en commun. On a tous ce mot-là, Kwibuka, mais comment est-ce qu'au-delà de la parole, comment est-ce qu'on trouve ce lien pour pouvoir mieux commémorer et peut-être même commémorer ensemble. Donc, alors, c'est une projection, c'est un documentaire que tu as produit l'année passée. Oui. Quels a été les retours d'abord l'année passée? L'année dernière, du coup, c'est une projection d'une pièce, donc c'est important de préciser. L'année dernière, la première partie du travail a été de créer la pièce qui a été jouée justement le 7 avril pour la commémoration. Et après, de mettre ensemble les sortes de témoignages des personnes clés dans la performance et de pouvoir créer une sorte de marque qui pourra rester justement après cette performance. Les retours que j'ai pu avoir, c'était un des parents qui était super heureux de voir que l'événement que les enfants ont pu participer dedans ne reste pas figé dans cette salle à l'UNESCO avec l'ambassade du Rwanda en France, mais c'est un événement qui peut aller impacter d'autres enfants aussi. Et ça a beaucoup débloqué la parole, justement, parce que ce n'est pas un sujet évident à entamer, soit en tant que rescapé, en tant que parent. En tant que personne, tu ne sais pas comment aborder ce sujet avec un enfant de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Donc, ça a été comme ce que je dirais un icebreaker. Ça ouvrait la conversation pour que les personnes puissent se dire, tiens, si eux ont pu en parler avec leur enfant, pourquoi pas nous? Ouais. Alors, elle a été projetée l'année passée en Europe. Aujourd'hui, c'est au Rwanda. Oui. À quoi on va s'attendre lors de cet événement ce samedi? Ce samedi, à l'espace, 19h, qu'est-ce qu'on s'attend à quoi? On s'attend justement à la projection. Mais juste après la projection, on s'attend à une sorte de conversation qui continue la projection. Il y aura 3 invités qui va refaire un peu image à ce qu'on a vu dans le documentaire. Il y aura Claver Irakoze, qui est écrivain, mais qui travaille aussi le sujet de comment transmettre cette histoire-là à une génération encore plus petite. Il y aura une amie précieuse à moi, Oben Hirgwa, qui est metteuse en scène, mais aussi qui travaille dans le culturel. Elle va parler de comment ou pourquoi le médium de l'art, quand il s'agit de partager cette histoire. Et finalement, il y aura aussi un jeune, Eden, de 10 ans, qui, je pense, pour la première fois sera sur un panel et pour discuter justement qu'est-ce que la commémoration veut dire pour lui. Donc c'est justement une continuation de ce qu'on aura vécu dans le documentaire et le but c'est de pouvoir parler de l'art, mais aussi le devoir de transmission. Le devoir de mémoire. Ouais. En tout cas, merci Yannick pour cette contribution à la Grand société plaisir. rwandaise et à la société en général. Merci pour ce documentaire. Merci. Tout à l'heure, place à l'international. Au moins 38 personnes ont été tuées alors que des dizaines d'autres ont été blessées après les frappes américaines sur le port pétrolier de Ras Issa, le long de la mer Rouge au Yémen. Bilan publié ce vendredi matin. Détail. Une explosion dans le port pétrolier de Ras Issa, le long de la mer Rouge au Yémen, conséquence des frappes américaines sur cette infrastructure tenue par les Houthis. Au moins 38 personnes ont été tuées alors que des dizaines d'autres ont été blessées, a déclaré le groupe rebelle vendredi matin. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis le début des frappes américaines initiées par Donald Trump le 15 mars. Des sécuristes et des civils travaillant dans le port figurent parmi les victimes, selon les rebelles, qui dénoncent une agression totalement injustifiée et une violation flagrante de la souveraineté et de l'indépendance du Yémen. Les États-Unis refutent ces accusations et justifient leur opération par la nécessité de priver les Houthis des revenus illégaux qui financent leur effort pour terroriser toute la région depuis plus de 10 ans. Soutenus par l'Iran, selon Washington, les Houthis contrôlent Sanaa, la capitale, depuis 2015. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et pour les chrétiens catholiques, bon vendredi saint et surtout bon week-end.